Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Deuxième volet ce mardi de notre semaine spéciale énergie avec un dossier consacré au système d'échange d'énergie électrique en Afrique de l'Ouest. Au sommaire également, le voile est enfin levé sur la composition du nouveau gouvernement bissau-guinéen. On compte au total 24 ministres, dont 13 secrétaires d'État. Et puis l'enquête sur l'attentat contre une église copte du Caire en Égypte avance à grands pas. L'auteur présumé aurait été identifié. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Monsieur Amavi Kouevi, bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes professeur en finance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi. Avec nous également sur ce plateau, monsieur Sewa Wilson, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes banquier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est mien en tout cas. Sans oublier notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Gazela, un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. Ça y est, le nouveau Premier ministre bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo a rendu public ce 12 décembre 2016 la liste des membres de son gouvernement. L'équipe est composée de 37 ministres. Compte rendu avec Gladys Mouamba et Amira Benjabala Jean-Pierre. Désignation d'un nouveau gouvernement en Guinée-Bissau. Près d'un mois après sa nomination par le président José Mario Vaz le 19 novembre 2016, le Premier ministre Umaro Sissoko Embalo a formé son gouvernement ce lundi 12 décembre. Une équipe composée de 24 ministres et de 13 secrétaires d'État avec seulement 4 femmes. La plupart des membres du gouvernement de l'ancien Premier ministre Bassirou Dja, limogé le 14 novembre, ont été reconduits. Effectivement, beaucoup de gens existaient dans le précédent gouvernement, mais ce qui va changer, c'est qu'il y a une partie très importante de l'opposition qui intègre également ce gouvernement suite aux accords sous l'égide de la CEDEAO en mois d'octobre dernier. Un gouvernement de coalition qui s'inscrit dans l'accord de Conakry signé le 14 octobre avec notamment au poste clé Georges Malou, membre de la première formation de l'opposition qui est en charge du ministère des Affaires étrangères. Le portefeuille de l'économie et des finances est attribué au nouvel entrant, Joao Aladje Mamadou Fadiane. L'accord qui a été signé en octobre sous l'égide de la CEDEAO prévoit un cahier de charges, prévoit une feuille de route. Et aujourd'hui, ce gouvernement, s'il veut réussir justement sa mission, ne doit en réalité faire qu'appliquer cette feuille de route-là qui a l'empreinte de la communauté internationale et surtout s'éloigner de toute autre forme de tension sociale qui pourrait envenimer la situation au niveau national. La prestation de serment de cette nouvelle équipe gouvernementale est prévue ce mardi 13 décembre. Sa principale mission sera de sortir le pays des fortes turbulences politiques qu'il traverse depuis août 2015, suite au limogeage par le président José Mario Vaz de son Premier ministre Domingos Simoes Pereira. Monsieur Kouevi, quel regard portez-vous sur cette nouvelle équipe gouvernementale en Guinée-Bissau ? Je pense qu'il faut se réjouir de la mise en place de ce gouvernement, puisque c'est une crise qui dure déjà longtemps. Le reportage vient de le souligner. Et bon, un petit constat, une part plus importante aurait pu être faite aux femmes dans ce gouvernement. Mais cela dit, pour l'essentiel, c'est que le gouvernement se mette vite en place et qu'il fasse... qu'il tente de relever les défis qu'on attend de lui, tout simplement. Alors, Daouda, le PAIGC, qui rejette le nouveau Premier ministre, a critiqué cette équipe gouvernementale, jugée trop pléthorique. Qu'en pensez-vous ? Oui, plus d'une trentaine de ministres au gouvernement. Je crois que c'est pléthorique pour un pays qui n'est pas si grand que ça, qui est la Guinée-Bissau. Je crois que là aussi, en Afrique, il faut qu'on sache mettre en place des gouvernements de taille normale. Je veux dire, juste de quoi permettre aux politiques publiques d'être mises en œuvre. Parce que ça crée quoi? Ça crée quand même un certain nombre de coûts. Un gouvernement pléthorique, les finances publiques, je crois que peuvent
prendre un coup. À l'heure où on parle d'économie en termes de dépenses publiques au niveau des États, puisque la plupart des États dépendent de l'aide publique au développement, la Guinée-Bissau est quasiment sous perfusion vis-à-vis de l'aide internationale. Donc à partir de ce moment-là, un gouvernement plus de 30 ministres, je crois que c'est quand même important. Maintenant, on peut comprendre, c'est quand même beaucoup. Maintenant, on peut comprendre le fait de la part du président Mario Vaz de vouloir attribuer des postes à toute la classe politique, on va dire, parce que la Guinée-Bissau sort d'une crise. On espère qu'elle va sortir de cette crise de toute façon, mais il faut satisfaire tout le monde, parce que l'enjeu principal aujourd'hui, après la destitution de Domingos Pereira, après aussi, on va dire, la démission de Bassirou Dia, parce qu'il n'a pas été approuvé par le Parlement, il faut la solution aujourd'hui qui est trouvée, c'est celle-ci. Umaro Sissoko, Mbalo, et donc l'enjeu, c'est que sa déclaration de politique générale puisse être acceptée par le Parlement, et on sait qu'il y a une alliance entre le PRS, donc l'ancien parti de Kumbayala, et puis d'autres formations politiques, une quinzaine de dissidents vis-à-vis au sein même du PAIGC, donc il fallait satisfaire tout le monde. On va dire, à la décharge du président Vaz. Compte tenu du positionnement du PAIGC, qui actuellement critique cette équipe gouvernementale, est-ce que finalement ce remaniement va permettre réellement de faire baisser les tensions en Guinée-Bissau ? Bon, alors, faire baisser les tensions, c'est trop tôt pour le dire. Déjà, si le Parlement approuve la politique générale, approuve ce Premier ministre et la politique qu'il va mener, ce sera déjà une victoire. Pour l'instant, un début de stabilité, puisque jusqu'à présent, la Guinée-Bissau n'arrive pas à avoir de manière stable un Premier ministre. Donc c'est ça l'enjeu principal. Et je pense que le président joue vraiment sur cette composition diversifiée, de manière à avoir une majorité qui permette au Parlement d'accepter le nouveau Premier ministre, Sissoko Mbalo. Bon, après, est-ce que ça va être la stabilité définitive? Vous savez, la Guinée-Bissau, depuis son indépendance, a connu successivement des troubles politiques. Je ne pense pas que ce soit la solution définitive, mais déjà, c'est une accalmie que j'espère qu'on y arrivera. Alors, deux leaders de l'opposition ont fait leur entrée dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Monsieur Wilson, peut-on parler d'un gouvernement d'union ? Gouvernement d'union nationale, moi je dirais non. Pour la simple et bonne raison, cette crise en fait en Guinée elle date de plus d'une année. Déjà, elle remonte au premier limogeage de Simao Pérez, si je ne me trompe pas. Et ensuite, il y a eu Bassirou, donc qui n'a pas été accepté toujours par le parti au pouvoir. Moi, je pense aujourd'hui le président guinéen, ce qu'il doit faire, c'est déjà faire asseoir toute la classe politique et non pas repartir sur des nominations au fur et à mesure de nouveaux premiers ministres dans l'espoir et dans l'attente que ces premiers ministres soient donc acceptés par le parti au pouvoir, parce qu'il a perdu toute sa légitimité politique en Guinée, ça faut le dire. Et je pense que la démarche serait beaucoup plus de faire asseoir toute la classe politique guinéenne et d'instaurer une sorte de dialogue. Sinon, la Guinée, malheureusement, entrera dans une phase de statu quo et de troubles sociaux, troubles politiques, et la crise continuera. En tout cas, le nouveau gouvernement a pris ses fonctions immédiatement. Monsieur Kouevi, quels sont les défis qui attendent cette nouvelle équipe ? Ben, à mon humble avis, les défis sont là sur tous les champs, sur tous les plans. Parce que, comme l'a dit les collègues sur le plateau, il faut parvenir assez rapidement, le plus rapidement possible, à pacifier le terrain politique. Et ça, cela vaut aussi bien pour la Guinée-Bissau dont nous parlons, mais cela vaut aussi pour bon nombre de pays africains. Et moi, ce que j'aimerais dire d'une manière globale, même si la question est ciblée sur la Guinée-Bissau, c'est qu'il est temps que les pays africains comprennent que leur énergie ne doit pas être dépensée sur le terrain politico-politicien, et que la question politique doit être réglée le plus rapidement possible, et c'est-à-dire que les gouvernements doivent pouvoir être mis en place d'une manière démocratique et pour qu'on tente de relever les vrais défis. Et parce que les enjeux sont là, ils sont économiques, ils sont sociaux, les Africains ont des tas de problèmes et tout. Donc, voilà. Sur le plan économique, justement, Daouda, quels sont les défis qui attendent la Guinée-Bissau ?
Les défis dépendent moins de l'aide publique au développement. C'est déjà le défi politique. Avec ce nouveau Premier ministre, peut-être qu'il va y avoir des solutions ensuite de stabilité. La Guinée-Bissau doit relever son économie. Elle a un espace qui est la CEDEAO, qui est un espace très dynamique, mais le pays ne tire pas bénéfice de ça. Il y a un certain nombre de ressources naturelles, il y a l'agriculture. Il y a le Sénégal qui est son voisin, qui peut aussi, il peut y avoir plus de commerce, plus d'affaires vis-à-vis des autres pays de la CEDEAO. Donc c'est ça le défi. Le défi, ce sera déjà stabiliser le pays et puis avancer dans les chantiers du développement. Merci. Daouda, je vous le disais en titre, l'enquête sur l'attentat de dimanche contre une église copte du Caire en Égypte avance. Les autorités annoncent avoir identifié son auteur. L'auteur d'une attaque qui, nous vous le rappelons, a fait 24 victimes. Zahra Mohamed Medmoutiu. Son identité est désormais connue. Elle a été révélée ce lundi 12 décembre par le président Abdel Fattah al-Sisi lors des funérailles nationales faites aux victimes de l'attaque de dimanche contre une église copte en plein cœur de la capitale égyptienne. Son auteur serait un kamikaze, un jeune homme qui portait une ceinture explosive. L'auteur de l'attentat est Mahmoud Shafik Mohamed Mostafa. Il a 22 ans et il s'est fait exploser à l'aide d'une ceinture explosive. Ce n'était pas une bombe. 3 hommes et une femme ont été arrêtés et 2 autres personnes sont toujours recherchées, a également précisé le chef de l'État égyptien. Dimanche, c'est tout un symbole qui a été visé. Le lieu ciblé était l'église Saint-Pierre et Saint-Paul qui jouxte la cathédrale Saint-Marc, siège du pape de l'église copte. Les autorités font état de moins 24 victimes selon un bilan toujours provisoire. Le gouvernement et le Parlement doivent agir rapidement. Les lois doivent évoluer, c'est un fait. Les lois actuelles limitent le pouvoir judiciaire. Le judiciaire n'est pas capable de combattre ce problème sans de nouvelles lois. Le terrorisme doit être combattu fermement. Les enquêteurs sont également sur la piste d'autres suspects. La communauté copte d'Égypte n'avait pas connu un pareil attentat depuis l'attaque qui avait fait plus d'une vingtaine de victimes. C'était il y a 6 ans à la sortie d'une église à Alexandrie. Daouda, pourquoi les Coptes sont-ils régulièrement la cible d'attaques terroristes en Égypte? Il y a cette question religieuse. Quand vous avez l'Égypte, quand on regarde la composition de sa population, 10% de sa population est plus ou moins pratiquant copte. Donc quelque part c'est une minorité religieuse. Donc par ce biais-là, avec les tensions que l'on connaît aujourd'hui vis-à-vis de l'islamisme radical, donc bien entendu, il faut mettre cet attentat dans... C'est un facteur qui explique cet attentat en tout cas. Bien que ce ne sont pas que ceux qui ne sont pas musulmans qui sont visés, même des musulmans sont visés également. Mais pour répondre précisément à la question, je pense que d'abord, le premier élément tient à cela. Ensuite, il faut dire que le Sinaï est quand même une zone, connaît une zone de turbulence. C'est la zone la plus sensible en Égypte. C'est là où on sait que l'État islamique est présent dans le Sinaï. Et bon, l'attentat n'a pas encore été revendiqué, évidemment, mais on se souvient de mémoire en 2011, au 1er janvier, il y avait quand même un attentat similaire qui avait été revendiqué par l'État islamique. Donc nous sommes dans un contexte de terrorisme. Daesh frappe un peu partout et les Coptes sont cibles en Égypte. C'est malheureux, mais bon, voilà. Alors, Monsieur Wilson, selon certains observateurs, c'est le soutien de l'Église copte au président Sisi qui est visé. Qu'en pensez-vous ? Le soutien de l'église copte au président Sisi, non, parce que de toute façon, comme vient de le rappeler Daouda, les Coptes, c'est tout simplement une petite minorité dans la Grande Égypte. Moi, je pense aujourd'hui, le problème sécuritaire en Égypte, c'est que justement sur cette minorité-là, les lois, comme le rappelait le président Sisi, ne sont pas en fait en faveur des Coptes. Cet attentat découle de 2 faits qui sont très importants. Un, il survient au lendemain en fait de la condamnation d'un terroriste qui a
été un acteur lors des attaques contre l'armée, je pense que c'était l'année dernière. Il a été condamné à mort, donc ça a quelque peu suscité cet engouement des terroristes à poser un acte fort envers la minorité chrétienne. Et puis il y a aussi, comme je le disais, ces lois qui ne sont pas en faveur des Coptes. Rappelez-vous qu'en Égypte, il y a une loi qui a été votée récemment qui autorise la construction des églises coptes dans des quartiers seulement si ces Coptes-là, justement, sont majoritaires démographiquement dans un secteur donné. Donc ça ne leur permet pas déjà de s'installer librement. Et le fait déjà aussi qu'ils soient nombreux dans un quartier ou dans une ville donnée leur permet de pouvoir construire des églises. Ça constitue un peu comme une menace pour les communautés islamiques. Alors, M. Kouivi, les soupçons des autorités se portent sur les frères musulmans et ce n'est pas la première fois. Est-ce que finalement ces soupçons sont justifiés? Il faut peut-être, il est peut-être utile de rappeler que les Coptes constituent, disons, les populations les autochtones de l'Égypte. Ce sont des populations, c'est un groupe très ancien de l'Égypte. Et c'est vraiment dommage que les Coptes fassent l'objet d'attaques de cette sorte aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est leur soutien au président actuel qui cause ça? C'est ce que certains expliquent. D'autres explications vont dans le sens de ce que dit tout à l'heure Sewa Wilson, à savoir que les islamistes auraient pour stratégie de commettre des attentats là où les Coptes sont nombreux afin qu'ils n'arrivent pas à construire des églises, etc. Mais en fait, tout cela ramené à la dimension humaine. À quoi ça sert? Est-ce que ce qui compterait tout simplement ne serait pas qu'on mette en place des politiques publiques, mais qui consisteraient à promouvoir la tolérance religieuse pour que les musulmans, les islamistes, les Coptes aussi, que chacun pratique la religion qui lui vient du cœur. Parce que, quoi qu'on dise, quand on parle de religion, la référence, c'est l'au-delà, non? Daouda, très rapidement, sur cette accusation, ces soupçons qui pèsent sur les frères musulmans, qu'en pensez-vous? Bon, je crois que c'est pas justifié pour le moment, mais en tout cas, on sait que le président Abdel Fattah al-Sisi a fait à un moment donné la chasse des frères musulmans. Il y a eu des condamnations fleuves, rappelez-vous, quand il a pris le pouvoir, alors que au lendemain du printemps arabe, les frères musulmans étaient quand même au cœur du pouvoir même. Donc, il y a eu cette période un petit peu sombre entre la nouvelle politique d'al-Sisi et les frères musulmans. Donc c'est pas écarté du tout. Maintenant, je crois que la solution n'est pas de renchérir en faisant de nouvelles lois qui ne respecteraient pas les droits de l'homme, parce que vous savez, combattre le terrorisme, c'est une bonne chose, mais pour que ce soit efficace, il ne faut pas forcément faire des lois qui ne respectent pas les droits de l'homme. Merci Daouda pour toutes ces précisions. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.